L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, et donc bienvenue sur One Piece Podcast. Cette semaine, encore une fois, je ne suis pas seul, mais avant de vous présenter la personne avec qui je suis, je vais faire un petit retour sur le Hero Festival et justement sur la conférence pour vous dire que on était deux sur scène cette fois pour le premier live du podcast en fait, où on a parlé du chapitre et on a été rejoint petit à petit par Lolo Senpai, par Gauthier de GS Anime qui m'a fait un petit quiz pour voir si j'étais réellement un professionnel de One Piece. Bon, apparemment je le suis parce qu'il m'a donné une médaille. Et sur scène, j'étais donc avec Judaichi qui est avec moi ici aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Merci. Alors écoute, on va démarrer directement. On va déjà, je vais te présenter rapidement parce que c'est un avis qui peut être intéressant, le tien vis-à-vis de ton parcours aussi. Parce qu'au niveau, au niveau de ton parcours en termes de japonais, t'as des références qu'on n'aura probablement pas si on ne suit que la traduction française de Scantrad ou d'une autre fansub. Et donc, écoute, c'est super de t'avoir sur ce chapitre pour voir merci à toi. Si on a raté des trucs ou quoi. Et donc moi, je vais commencer directement par un truc, la mini-aventure en fait. On a donc Shuin qui fait des bisous aux Marines. Et donc, en fait, ça sauve ma théorie comme quoi c'est pas Lola. Et Lola est probablement encore, il y a encore l'hypothèse qui est valable, selon laquelle elle pourrait être mariée à le Kiryu. Moi, j'y crois encore. Ah ouais. Totalement. Donc le mariage, ça serait que c'était Shanks qui était allé au mariage, donc ça serait le mariage de son pote Lukiru pour toi. Exactement, Okay. parce que en fait, c'est le seul qu'on voit pas. On voit même Rockstar, quoi. Je me suis jamais vraiment intéressé aux mini-aventures parce que on est toujours pris par le... Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à chaque semaine, il y a toujours une page qui fait presque parler autant que le chapitre entier, quoi. Ah oui, totalement, mais c'est... par exemple, le 3e ponyglyphe de Big Mom avait déjà été annoncé bien avant quand Jinbei le trouve, tu vois. Il y a plein de choses dans les mini-aventures qui sont incroyables, en fait, simplement. Et je vais développer un peu plus. On avait déjà un combat rapide de Shuin contre les Tontatas, et on n'a toujours pas la première action de Léo qui lui vaut justement sa première prime. Et je pense que justement, intervenir contre elle en se revendiquant pirate et encore plus en se revendiquant commandant de la 4e flotte de Luffy, je pense qu'il pourrait enfin avoir une petite prime. Moi, ça fait un moment que j'attends cette prime. Je pensais qu'il allait l'avoir sur Rêverie et que... La prime de qui ? De Léo, parce qu'il leur faut tous une Léo. prime. Je crois que Léo et ça, ils n'en ont pas. Et je crois que c'est les deux seuls qui n'en ont pas dans le groupe. Et c'est un peu dommage en fait, et justement moi j'espère que l'intervention de Shuin va nous mener à un truc comme ça, en plus de l'histoire avec Lola, quoi. Après je pense que ça va être mentionné un peu plus tard quand ils réapparaîtront dans la timeline, quoi, de... Ah oui, bien sûr, quand ils reverront Luffy ou quand ils seront mentionnés dans le News School ou quoi. Mais après, moi, je suis pas très fan on veut absolument la vérité sur tout le monde, toutes les informations sur tout le monde. Je pense qu'il y a des choses qui devraient rester un petit peu secrètes, genre quelque chose qu'on pourrait fouiller, parce que quand même One Piece c'est hyper dense. Du coup, si on a toutes les informations à la fin, on a lu tout le manga et après on a plus rien à apprendre. Oui, je suis d'accord. Alors que finalement, c'est un monde qui... Le truc, c'est que là, c'est les commandants de Luffy, donc il va nous falloir du background pour s'attacher un peu plus. C'est vrai, oui. Là, c'était vraiment pour le principe de savoir absolument tout sur tout le monde. Je pense que maintenant, on a assez de matière presque... surtout qu'on a les plus grosses primes au monde maintenant, qui ont existé. Du coup, on peut peut-être un peu imaginer des fois certaines choses, Je pense qu'on devrait se laisser une marge de secret à interpréter plutôt que de vouloir absolument avoir toutes les informations dans le scan, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça rentre pas en compte dans les primes des commandants, parce que forcément il y faut, parce que c'est la flotte de Luffy, quoi. Ah oui, totalement. Puis surtout, il faut que ça soit justifié. Parce que, comme tu dis, c'est la flotte de Luffy. Donc, il faut que chaque prime ait une importance et que chaque action qui a mené à ces primes, un peu comme Law et l'incident de Rocky Port, par exemple, tu vois. Il faut que chaque truc soit, on va dire, historique ou en tout cas connu dans le monde entier, quoi. Faut que moi, ça m'intrigue vraiment là, parce qu'on approche bientôt
du climax de l'arc là sur Wano. Et moi, enfin, j'aimerais bien voir ce qui va se passer comme élément. Je sais plus comment ils ont qualifié ça, genre un événement. Ah, le grand événement qui va retourner le monde. Je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais ouais, ça va être un gros truc, ouais. Ça, enfin, avec la flotte de Luffy et tout, enfin moi je trouve ça incroyable quoi. Ouais. J'ai vraiment hâte. Et du coup, tu parlais des plus grandes primes, ben, on va en parler aussi justement les Rocks, parce que dans ce chapitre, on a la mention de leur recrutement d'équipage, et on nous tease plus ou moins l'arrivée de Barbe Blanche sur Oa, puisque c'est par l'équipage de Barbe Blanche que Oden a commencé, et Izo a fini d'ailleurs chez eux, hein. Mais du coup, ça pourrait être pas mal de voir un peu comment chacun a recruté, et surtout Kaido et Barbe Blanche à ce moment-là, quoi. Surtout que c'est bien de revoir des personnages qui, bah, là malheureusement, Feu, Barbe Blanche, mais quel personnage de fou quoi. Mais c'est vrai que le revoir, déjà ça va être de la nostalgie de dingue, parce qu'on l'a mentionné, mais on l'a pas encore revu un peu en action. Et en plus de le voir dans un nouvel environnement comme ça, parce qu'on l'avait pas vraiment suivi, mais là de le voir un petit peu en contact avec d'autres civilisations, d'autres personnes, c'est vrai que c'est super intéressant pour le développement de la relation entre les personnages, entre les pays, entre ce qui peut se passer sous la coupe d'un Yonko, quoi, parce que on n'a jamais eu vraiment cette relation d'alliance encore, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui manquait un petit peu, savoir comment certains pays, comment des nations se mettent sous la coupe de pirates, de grands pirates, quoi. Alors on l'a eu avec l'île des hommes poissons et Luffy, mais c'était très léger parce que l'île des hommes poissons c'était sous la coupe de Barbe Blanche aussi. Barbe Blanche puis Big Mom puis Luffy. Voilà. Et bon Big Mom a pris le contrôle, et puis Luffy lui a passé un coup de fil, quoi. Ouais. Techniquement, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, c'était pas des on a trop l'habitude de voir les Yonko comme juste des puissances militaires, comme vraiment des forces de la nature, plutôt que des gens qui vont aussi interagir avec d'autres facteurs, genre des facteurs. Bon, bien sûr, c'est Barbe Blanche, donc forcément il y a la puissance qui rentre en compte, mais voir un peu comment il arrive à s'adresser aux gens pour les convaincre. Ah oui, mais c'est sûr, parce que de toute façon, les Yonko dans le Nouveau Monde, c'est la force politique, hein, ça c'est sûr et certain. C'est eux qui mènent la danse, hein. La marine n'a pas vraiment sa place dans le Nouveau Monde. Donc du coup, politiquement parlant, les Yonko ont vraiment une grande influence, quoi, aussi. Pas que militairement parlant, ouais. Et moi je trouvais que cet aspect, on l'avait un peu zappé en fait. C'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu ce que Barbe Blanche, enfin comment on va s'acheminer un peu cette relation entre Barbe Blanche et Oden. Ça va être super cool. Ah oui. Ça va être super cool. Mais justement, en parlant d'Oden, je pense qu'il va sauver Orochi du vol d'or, parce que Orochi l'a clairement accusé dans ce chapitre. Et dans le présent, Yasu dit que Orochi doit tout à Oden, alors qu'on a vu que en fait Orochi était... C'est plutôt l'inverse. Pardon ? C'est plutôt l'inverse du coup. Non, il doit tout à Oden. Et oui, parce qu'il a accusé à sa place. Enfin, exactement. Du coup, oui. Alors que moi, je disais que la semaine dernière, on aurait pu penser en fait que Orochi doit tout à Yasu, puisqu'il l'a pris sous son aile. Mais là, maintenant, on est en train de comprendre qu'en réalité, probablement, Oden l'a sauvé en fait de ce vol, soit en se faisant passer pour coupable, soit en le prenant sous son aile et en disant, écoute, il a volé, maintenant, c'est moi qui vais réparer ses torts, ou tu vois, enfin... Ah, donc tu penses que c'est l'initiative d'Oden ? Je pense que Oden va le prendre en pitié. D'accord. Je pense qu'il va le prendre en pitié et qu'il va le sauver, ouais. Mais je reste quand même persuadé que le boss Kurozuma doit avoir une importance certaine dans le passé, et qu'il reste le personnage principal en termes d'antagoniste. Et que bon, on doit encore voir, parce que c'est quand même le rival de Yogoro qui était censé être le numéro 1 des Yakuza. Donc je pense que quand même, si ce nom a été mentionné, c'est qu'on le verra à un moment ou à un autre, et qu'il a un vrai pouvoir, un vrai potentiel politique à Wano, quoi. C'est probable. Ensuite, je vais revenir sur un truc. Suichi avait totalement raison sur Kanjuro, puisqu'on ne l'a pas vu la semaine dernière, on le voit cette semaine en tant que yokai voleur de cheveux. D'ailleurs, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment des yokai qui... Voleurs de cheveux ? Ouais. Ça doit sûrement exister, mais je pense qu'il y en a je sais pas combien de yokai, enfin c'est vraiment quelque chose de hyper vaste. Donc bien sûr, forcément ça doit exister, mais je saurais pas te faire
Mais oui, c'est obligé. Enfin, à mon avis, ça va être une référence à quelque chose. À mon avis aussi, ouais, parce qu'il y a des yokai chelous aussi. Hein. Il y a un pied Mais sale. surtout que c'est toujours des trucs les plus loufoques. Ouais, mais total. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a un pied sale qui apparaît et il faut le laver. Voilà, ça c'est un yokai. Un pied sale géant. Mais ouais, du coup, elle avait totalement raison sur Kanjuro. C'était pas le gars de la semaine dernière, mais celui de la semaine dernière, je pense, ou de la semaine d'avant d'ailleurs, je sais même plus. Mais je pense qu'on le verra quand même prochainement parce qu'il était très dessiné, donc du coup, c'est pas pour rien. Et on a du coup cette semaine le recrutement des 6 premiers fourreaux rouges et de Iso, du coup, de l'équipage de Barbe Blanche. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben... Voilà, enfin, moi, la seule qui m'a marqué, c'est celle de Ashura Doji. Enfin, c'est... Le combat? Wow. Ouais, ah ouais, ça c'était Après, bon, ouais, pour Raizo, c'était un concours de circonstances, mais bon, on va dire c'est sympa, c'est des informations en plus. En fait, j'aime bien parce que c'est vraiment on sent que c'est vraiment des rencontres fortuites. Totalement. Il a pas cherché à... simplement, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à Luffy, en fait, finalement, parce qu'en fait, il trace sa route et des gens le suivent. Ouais. Ça fait un peu penser à Forrest Gump aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu le même schéma. Mais enfin voilà, c'est vraiment genre lui il se balade, il sait qu'il fait son chemin, il a absolument confiance en sa puissance, il a besoin de personne pour lui. Mais il y a forcément des gens qui vont vouloir le suivre. Ouais, moi j'ai été par contre très surpris parce que je m'y attendais vraiment pas, par le fait que Iso et Kikunojo soient frères. Parce que en fait on nous les présente pas du tout de la même manière. Il y en a un qui est chez Barbe Blanche, l'autre qui fait partie des fourreaux rouges. Donc dans le scénario, techniquement, ils avaient rien en commun, tu vois. Le monde est petit peut-être, hein. à Wano. Bah Wano est petit, surtout ouais. S'ils sortent pas de chez eux surtout, parce que apparemment ils sortent pas de chez eux. Ouais. Ils ont pas le droit. Donc forcément, il doit y avoir des connexions qui se font. Après, on a Kanjuro qui est très bizarre aussi, hein. Oden le décrit comme disant ouais, il a été persécuté, mais bon, c'est de sa faute, on va pas le plaindre, quoi, tu vois. Alors, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Exactement, il dit ça dans son propre journal, quoi. C'est incroyable. Ça veut dire vraiment, ouais, c'est une merde, mais bon, il est gentil, quoi. C'est ça. Moi je l'aime beaucoup Kanjuro, enfin je trouve que c'est je sais pas, je trouve déjà c'est un beau personnage, moi je trouve. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire, moi son design est génial. Je l'aime bien, mais c'est le fait qu'Oden en parle comme ça, moi qui me surprend. Ah ouais. Il a une relation avec lui qui semble un peu bizarre quand même, quoi. Et donc il le connaissait bien d'avant du coup. Je pense pas, parce qu'il dit ouais, à mon avis il lui a tout déballé, tu vois. Il lui a dit voilà ce qui m'est arrivé, voilà pourquoi je coupe des cheveux, voilà. Mais en fait ça l'a pas touché. Ça l'a clairement pas touché à Oden, quoi. Ah ouais, il a l'air d'être froid. Pour moi, je pense que c'est facile de faire le parallèle entre Oden et Luffy, même sur la mentalité. Ouais. Je trouve qu'il y a toujours que Luffy prend toujours un recul incroyable sur les choses. Des fois, il prend pas la mesure des risques, il prend pas la mesure des événements, et du coup, il reste des fois froid par rapport à quelque chose qui ne devrait pas. Où il devrait toucher. Bon, alors bien sûr, il y a des fois où c'est extrême. Ouais, comme Momonosuke là, sur Zo. Ouais, voilà. Après, même plus anciennement, avec Ace et Robin aussi. Mais sinon, je trouve qu'il y a des choses comme ça où ça paraît grave. Et le personnage le ressent pas du tout pareil. Et là, pour moi, Oden, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il a aucune empathie pour certains personnages. Je crois que c'est Gonza qui disait que Oden, au niveau de la mentalité, était un mélange entre Zoro et Luffy. Pourquoi Zoro parce que les lames mais, non, le côté pragmatique, je pense. Zoro est vraiment très très pragmatique, beaucoup plus que Luffy. C'est lui la tête froide de l'équipage, techniquement. Ouais, mais pour moi, Zoro, il est pragmatique, mais il est réfléchi, alors que Luffy, c'est vraiment, pour moi, c'est instinctif chez lui, en fait. Il a juste aucune... pour moi, il ressent rien, des fois. C'est ça, moi, ça m'intrigue, en fait. Zoro, on peut dire qu'il est juste... Il prend l'information, il l'interprète, et ensuite, il donne son... On va dire, il la retransmet. Il la retransmet à sa manière, donc, avec un pragmatisme qu'on lui connaît. Mais Luffy, pour moi, rien ne passe à travers, en fait. Ou très peu de choses, finalement. Pour moi, c'est comme si l'information passait pas. Comme si tu parlais à un mur avec Luffy. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, moi. Je sais pas, quand tu vois la scène du recrutement de Brook à la toute fin de Thriller Bark, tu vois que Zoro est à peu près... Enfin, il est juste en mode tu fais partie des nôtres, c'est cool. À bientôt. Tu vois. Il s'en fout complètement. En même temps, c'est le musicien, à part mettre la bonne ambiance, pour Zoro, il servait pas à grand chose.
Mais bon, après il s'avère que c'est faux, bien sûr, mais... Mais pas que ça, parce que c'est quand même un frère d'armes. Il s'est battu Oui, non, pour bien lui sûr. contre Ryuma à l'époque, tu vois, donc c'est... C'est vrai. Mais bon, ouais, la scène en mode, bon, bah, ok, c'est cool. Bon, bah, tu me sers du riz, s'il te plaît. C'était vraiment bof, quoi, mais bon. Ouais. Et Non, mais c'est vrai que ouais, c'est... Mais ouais, Zoro, oui, c'est vrai que ouais, un mélange entre Luffy et Zoro, ça me paraît, ouais, ça me paraît pas mal. Mais c'est juste que pour moi, Zoro et Luffy ont une vision très différente de l'information qu'il leur est donnée en fait. Enfin, pour moi, c'est pas le même traitement en fait. Mais oui, ça se rejoint quand même. Ça se rejoint. après, je prends un exemple plus récent. Quand Luffy a refusé d'avoir une flotte et que Zoro a fini le saké en disant bah quoi, il était bon saké, qu'est-ce qu'il avait, tu vois, c'est à peu près les mêmes en fait. Ils réagissent pas Mais de la oui, même oui, façon, mais enfin si, ils réagissent de la même façon, mais pas de la même manière, c'est ça en fait. C'est ça. Donc ouais, moi je le comprends ce mélange entre les deux. Mm. Euh, Et ouais, c'est vrai qu'Oden il synthétise bien ces deux aspects-là. il a plié le game à Kuri, quoi. Il est arrivé, il a vraiment fracassé tout le monde. Mm. En mode, il a prévenu personne. Il est allé, il les a tous éclatés. Ah ouais. Et ben en fait, on se rend compte, parce qu'on en parlait au Hero Festival du coup, on avait évoqué l'ère Sengoku en mode... c'était une grosse bataille entre les régions, un gros bordel, etc. Mais en fait, là, on se rend compte que tout n'était pas fédéré sur Wa. Kuri était laissé... était même pas considéré comme une province, quoi. Mais en fait, moi de ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment Orochi, lui, en fait, son seul but, c'est que seule la capitale, Hakumai, reste prospère. Après, le reste, il s'en fout complètement, en fait. Oui, mais Pour lui, à l'époque, Kuri n'était pas encore une province non plus. Ouais, mais parce que, ouais, c'est vrai. C'était juste une, c'était C'était une zone de une zone de non-droit, c'est comme le Grey Terminal, quoi. C'était à peu près la même chose. Ouais. Donc après, oui, je sais pas. Attends, du coup, à cette époque-là, le shogun, c'était son père, c'est ça? C'était son père, exact, ouais. Hein. Sakuyaki, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Sukiyaki, ouais. Donc du coup, ouais, c'est quand même... Enfin, laisser une région à l'abandon alors qu'elle fait partie intégrante du pays. Tu vois, par exemple, sur Down, c'est pas grave, parce qu'il y a Goa d'un côté, et de l'autre, il y a tout le reste, tu vois. Mais là, ouais, sur Wa, c'est pas pareil, parce que tout est lié normalement. Après, de ce qu'on peut en interpréter, c'est que... Enfin, on parlait de l'ère Sengoku, après c'est vrai qu'on pourrait parler de l'ère Edo, et juste avant ça, c'était une zone où il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de... C'était un peu le bordel, le Japon, à ce temps-là. Et c'est qu'à partir de Edo où ça s'est calmé. Donc qu'il y ait des zones de non-droit, c'était très probable même au Japon à l'époque. Alors moi j'en sais rien, je suis pas expert, mais c'est très probable qu'il y ait eu des zones où il fallait absolument pas pénétrer parce que personne n'avait aucune légitimité là-bas en fait. Ouais. Du coup, comme ils se battaient constamment pour avoir les régions, forcément ces régions qui étaient source de conflits, elles étaient à personne. Du coup, enfin, il pouvait se passer n'importe quoi là-bas sans qu'il se passe rien. Donc là, je pense que c'est peut-être un peu la même chose. Hein. Oui. Puis, mais par contre, tu prends pas en compte l'ère Meiji sur Wa? L'ère Meiji, c'est quand même un peu plus... C'est plus tard que Edo. C'est juste après Edo, l'arrivée des royalistes. Pour moi, Meiji, on est déjà à l'époque, enfin c'est pas du contemporain, mais on arrive, c'est vraiment la civilisation. Là, on n'y est pas vraiment, j'ai l'impression. C'est pas encore exactement la civilisation, c'est l'arrivée de l'extérieur vers les terres, mais c'est pas encore totalement la civilisation. Tu vois, moi c'est pour ça que je pensais beaucoup au début à Meiji, et aussi au fait que les samouraïs n'appartenant pas à l'État en fait étaient totalement illégaux à l'époque. Oui, mais ça attends, parce que ça a été aboli parce que le port 1868, je crois que c'était pour le... Enfin, en tout cas, c'était pour Edo, je crois que ça s'est fini en 1868, il me semble, je sais plus exactement. En fait, c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a eu les grandes guerres pour abolir l'ère des samouraïs. Où tu connais comment ça s'appelle, le dernier samouraï, etc. Enfin, c'est absolument, c'est dans cette ère-là en fait. Hein, c'est dans cet entre-deux. C'est qu'en fait, à l'époque Edo, juste avant, c'était Toyotomi, je crois l'empereur. Il avait réautorisé le port d'armes pour les samouraïs. Mais en fait, finalement, comme il n'y avait pas eu de guerre, comme il ne s'était pas passé grand-chose après sur Edo, il y a eu, je crois, c'était 400 ans de paix.
Du coup, en fait, ces armes, elles servaient plus à rien, en fait. C'est que les samouraïs portaient des katanas, mais c'était pas non plus... Enfin, en fait, il n'y en avait pas besoin. C'est pour ça que quand on est passé à l'ère Meiji, qui est une ère qui est quand même considérée comme une ère maintenant qui est plus... ancrée à notre civilisation maintenant. Enfin, Meiji, c'est là qu'on a vu apparaître un peu commencer à apparaître des trains, etc. Enfin, des trucs un peu plus contemporains. Et c'est là qu'ils ont décidé que, bon, en fait, le sabre, ça sert plus à rien. En plus, bien sûr, quand on fait rentrer des armes venues des États-Unis, Justement, c'est des ça armes à feu. c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que les armes arrivent à Wa, en fait. Et ouais, mais ça c'est super intéressant. Enfin, ça peut être une théorie. Enfin, là, je viens de. Mais c'est vrai que là, on parle surtout qu'il y a des nouvelles technologies qui émergent dans One Piece actuellement. Donc, on n'a pas encore vu par rapport à Vegapunk. Exact. C'est très probable que ça arrive au pied de Wano. Hein. Si la marine débarque avec des nouvelles technologies, les sabres serviront plus à rien en fait. Donc c'est vrai qu'on peut revoir ce match-là, les armes à feu contre les katanas, et ça serait super intéressant, et ça serait une vision de One Piece de l'histoire, quoi. Je pense que cool. c'est déjà plus ou moins ce qui est, ce qui est synthétisé par le personnage de Izo. Oui. Tu vois, il utilise des armes à feu, mais c'est aussi un samouraï techniquement. Donc moi je pense que déjà ça nous a été montré plus ou moins, mais ouais, c'est toujours intéressant de creuser là-dessus, quoi. C'est vrai que il a juste un pistolet, c'est ça? Un pistolet, et il me semble qu'il a un katana à sa ceinture. Ok, ouais, mais donc il a une seule arme à feu, quoi. C'est vrai que c'est bizarre, ça choque personne en fait. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu ça. Tout le monde se bat avec des naginata, des katanas et autres armes traditionnelles. Et c'est le seul qui porte une arme à feu. Enfin. Alors sur Wa, je sais pas. À l'époque sur Wa, j'ai pas vérifié s'il était déjà armé. Mais moi, je te parle sur Marineford. Il me semble, un katana. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, il est reconnaissable avec son arme à feu et son katana. Ouais. Qu'est-ce qui me reste? Du coup, les 3 derniers fourreaux rouges qu'on voit dans la dernière page, en fait. On a Kawamatsu, Nekomamushi et Inuarashi. Ils n'ont pas encore d'histoire en commun avec Oden. Et du coup, je me demande vraiment ce que ça peut être. Surtout quand on sait que le symbole du clan Kaozuki est présent sur Zou depuis des siècles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Je sais pas, t'as une théorie là-dessus? Moi, pas encore, mais je pense qu'ils viennent... Déjà, à mon avis, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils viennent voir quelqu'un du clan Kaozuki. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Oden, hein, clairement. Mais je me demande vraiment s'il va y avoir une histoire avec le shogun de l'époque, ou s'ils vont directement aller vers Oden. Ça va dépendre de leur chemin. Exact. Et Kawamatsu, je me demande vraiment, mais alors vraiment, quel va être son premier lien avec Oden, parce que, pour moi, plus que les autres, à part peut-être moins que Nekomamushi et Inuarashi, et un peu moins que Shutenmaru, mais plus que tous ceux qui restent, il est beaucoup plus lié à Oden que les autres. Son émotion le transmet ça, en fait. Ah oui, ah ouais. Ouais, je pense. Enfin, dans sa façon de parler, sa façon de vouloir se donner la mort juste après avoir perdu Yori, je le vois beaucoup plus proche d'Oden que Kanjuro, par exemple. Tu vois, alors que... D'accord. Enfin, pour Kanjuro, la mort d'Oden doit à peine dater d'il y a 2-3 mois. Alors que pour Kawamatsu, ça fait 20 ans, et pourtant son émotion, elle est beaucoup plus présente, quoi. Elle a pas changé. Ah, c'est possible, mais d'après toi, ça serait peut-être une histoire. Et donc pour toi aussi, donc toi les 2 naufragés, bon, on sait pas, on sait pas, mais on sait en fait. Ah oui, non, mais c'est clair, hein, c'est Nekomamushi et Inuarashi, ça c'est sûr. Mais moi, c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il l'ait caché, même si c'est vrai que ça a l'air évident. Enfin, on voit des. Puis au début, moi j'ai cru que c'était des cornes. Ouais, mais Kawamatsu le dit clairement, il dit c'est quoi? C'est des animaux, c'est des humains poilus. Donc c'est bon, voilà, on sait que c'est les mix. Mais ouais, mais en tout cas, je trouve que la mise en scène est super bien. Enfin, il y a toujours une part d'intrigue. Ça m'a fait penser à un truc trop bizarre, moi. La scène sur la plage. Ouais, ça m'a fait penser à Zelda Link's Awakening. Alors, non, je ne l'ai pas refait sur Switch, et pourtant, ça m'a fait penser à ça, quoi. Petit rappel, Link est perdu en mer, et donc voilà, il fait un naufrage sur une île, et il apparaît sur la plage, en fait. Ouais, donc ça reste, ça. Après, c'est un classique, on voit pas ça que dans Zelda. Ah oui, mais moi, ça m'a fait penser à ça en premier, quoi. Mais après, c'est un classique du classique, hein. On le voit dans Vendredi ou La Vie Sauvage, on le voit de partout. Clairement. Et aussi surtout, c'est que là ils ont débarqué, donc ils sont censés être étrangers. Ouais. Donc à savoir comment vont-ils faire pour se faire accepter et pas se faire tuer, parce que dans leur mais c'est facile ça.
ils ont pas des têtes d'humains classiques, les 3. Donc ils peuvent passer pour des yokai, hein, ils peuvent passer pour des mecs qui sont déjà là, tu vois. C'est pas bête. Donc C'est pas bête. Je pense que ça va être classique. Surtout que c'est vrai que quand on regarde tout l'arc Wano, dès qu'un étranger est rentré, il essaie absolument de se fondre dans la masse parce que sinon il se fait... Ouais, c'est totalement logique, j'avais pas pensé, mais oui. Enfin écoute, on vient de faire du coup le dernier point et j'ai été ravi de faire cette vidéo avec toi. Mais moi aussi. Et du coup n'hésitez pas à retrouver sa chaîne en description. Ça sera Judaichi et donc du coup il fait beaucoup de... Alors tu es... comment je peux dire ça? C'est du seiyuing. C'est quoi? Je sais pas, ouais, enfin... Alors mon activité principale sur la chaîne, c'est des cours de japonais à travers les animés et les mangas. Donc c'est simplement des explications de points de grammaire, de vocabulaire, et que j'alimente ensuite avec des extraits d'animés et de mangas. Et ensuite, c'est vrai qu'à côté, je fais du doublage. Donc c'est pas du doublage, enfin si c'est du doublage, enfin... En tout cas c'est en japonais, et c'est d'extraits d'animés. Et... Voilà, on s'amuse comme on peut, on essaie de rester pédagogique dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un plaisir. Moi je vais déposer un brevet seiyuing. Je vais dire c'est un nouveau mot. Pourquoi pas? Je valide mon nouveau mot, ok? Je te le valide aussi, seiyuing. C'est bon, c'est tamponné. Yes. Bah écoutez, bisous les abeilles, n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes et je vous dis à très vite. Bye bye. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...